Mon nom, c'est Đinh Thanh Sơn. Le vietnamien, on précise toujours le nom de famille, c'est le premier. Đinh Thanh Sơn, c'est mon prénom. Et aussi, il a un nom du patron du baptême, c'est Jean-Baptiste. Bon, je suis bien arrivé au Québec avec ce nom-là. Bon, très bien. Et vous êtes curé de la paroisse Saint-Marc à Montréal. En fin de compte, je suis le responsable de la communauté catholique vietnamienne de Montréal. Bon, maintenant, on est à l'église Saint-Marc. Et voilà, Saint-Marc, c'est le nom de l'église. D'accord. C'était anciennement une église catholique qui n'était pas vietnamienne. Maintenant, la communauté vietnamienne occupe les... Et voilà, la paroisse Saint-Marc, il y a moins de monde. Et maintenant, on a transféré l'église Saint-Marc à notre communauté chrétienne vietnamienne. C'est à cause de cela que la communauté catholique vietnamienne à Montréal, mais à l'église Saint-Marc. D'accord. Vous êtes membre du clergé depuis quand? Je suis membre du clergé de Montréal depuis, on peut dire que depuis 1987, l'année que je suis ordonné prêtre. Alors, vous faisiez vos études à Montréal avant de devenir prêtre. Et voilà, quand je suis arrivé ici, j'ai commencé mes études théologiques et philosophiques à Montréal, au Grand Séminaire de Montréal, en 81. Jusqu'à 85 et 86, je fais un stage à la paroisse et je suis ordonné prêtre en 87. Merci. Alors, je vais commencer par vous demander si vous avez des souvenirs de votre jeunesse au Vietnam. Ah oui, certainement. Hein. Bon, c'est ça, vous savez, mes parents sont des immigrants du nord au sud du Vietnam. En 55, après la guerre. Et voilà, donc je suis né dans le sud du Vietnam. Jusqu'à 75, c'est l'événement important du Vietnam. J'avais déjà 18 ans. 18 ans. Donc je suis né en 56 jusqu'à 19 ans. Hein, et c'est quelque chose de semblable. Et voilà. Bon, ce temps-là, pour nous autres, c'est un temps de paix et de guerre aussi en même temps. Parce que la nuit, quand on n'a pas entendu les coups de fusil ou bien de canon, c'est rare. Bon, c'est ça, c'est notre enfance marquée par la guerre plutôt que la paix. Est-ce que vous aviez des frères et des sœurs? Oh, on est nombreux. On est 9 en tout. Je suis le premier. Ah. Je suis l'aîné de la famille. Et vos frères et vos sœurs, est-ce qu'ils sont toujours au Vietnam ou est-ce qu'ils sont... Ils sont tous maintenant au Canada, maintenant. C'est ça. OK. Alors, vous avez demeuré au Vietnam jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge de 23. Okay, 23. C'est ça, en 79, j'ai quitté le Vietnam. Okay. Bon, j'avais 23 ans. Okay. Puis dans l'année avant de votre départ, qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que vous étiez au travail? Ou... Bon, c'est ça. Bon, à 14 ans, ça veut dire en 1970, j'ai commencé à entrer au petit séminaire ou bien dans un monastère pour les jeunes, là, pour les études, pour préparer à devenir moine en 90, monastère Phước Lý au Vietnam, jusqu'à 73. Je suis sorti parce que j'étais malade. Et après ça, je suis entré dans une autre communauté jusqu'à 79. 79. Dans ce temps-là, après 75, j'ai continué mes études pour finir mes études. Mais je n'ai pas le goût de le faire. Parce qu'on fait quoi? On est chassé de la communauté. Parce qu'avec l'arrivée des communistes, on ne peut pas rester dans le monastère ou bien dans le petit séminaire.
Bon, c'est ça depuis ce temps-là. Après mes études collégiales, j'ai commencé à travailler avec mes parents. Comme tout le monde, dans ce moment-là, bon, on a, comme, on a coupé des arbres pour faire des terres, des forêts, pour trouver des terres pour le travail. Jusqu'à 79, bon, je suis parti. Okay. Puis quand vous dites que vous étiez en train d'étudier pour être moine, est-ce que c'est moine bouddhiste? Oh non, catholique. On est catholique. Catholique. On est catholique. Okay. Là, des moines catholiques. Okay. Pour les bouddhistes, ce sont des bons. Des bons. Ce ne sont pas des moines. Ah, ok. C'est différent. Bon. Okay. Alors, vous dites que vous avez quitté en 1979. Ah oui, 1979. Et puis, est-ce que vous pouvez me décrire votre séjour, là, votre départ du Vietnam? Vous êtes allé où après? J'étais en train de travailler dans la forêt. Et le soir même, mon père m'a dit que, bon, mon oncle, ça veut dire que, bon, le frère de mon père, qui a dit que, bon, Sean, est-ce que tu veux quitter le pays? Je dis que oui. J'aimerais bien ça parce que je ne peux pas aller à l'école à cause ce sont des catholiques. Parce qu'il faut l'identifier pour entrer dans les écoles publiques, vous voyez. Il faut renoncer à notre foi. Bon, je suis d'accord parce que mon but, c'est de continuer mes études et pour devenir prêtre. Et c'est à cause de ça que j'acceptais de partir. La première fois, on a vendu tout ce que nous avons travaillé dans un an pour trouver assez de l'argent pour partir. Mais on a échoué cette fois-là. Et la deuxième fois, ça veut dire que, bon, à peu près 2 mois après, on a fait la deuxième fois. Et la deuxième fois, on a réussi de quitter le Vietnam. Okay. La première fois, on a bien préparé, je ne peux pas le faire, je ne suis pas sorti. La deuxième fois, on a préparé hâtement et on est capable, on a réussi de sortir à ce moment-là. Mais la première fois, qu'est-ce qui est arrivé que vous n'avez pas été capable de quitter? Oh, parce qu'on est trompé par les gens par trop de gens qui peuvent embarquer dans le bateau. C'est parce que le bateau a quitté avant que je monte dans le bateau. C'est à cause de cela. Juste en pas, hein, si vous voyez. Oui. Alors, la deuxième fois... La deuxième fois, et voilà, on a bien préparé. Et en attendant, il y a quelqu'un qui vient me dire que bon on fait un tour pour voir qu'est-ce qu'il y a. Et ensuite, dans ce moment-là, je dis que bon, je fais un tour, je laissais toutes mes affaires à la maison, où j'étais dans ce moment-là. Et la nuit même, on est entré là-bas. Bon, je suis entré avec un maillot et un pantalon, c'est tout. Tout hâte comme ça, dans un bateau, dans un petit bateau, on a prévu pour 26 personnes, mais au fond, ça va monter jusqu'à une soixantaine de personnes. Vous voyez, c'est plein de monde dans un bateau de 12 mètres et demi de longueur et à peu près 3 mètres et demi de largeur pour une soixantaine de personnes. Et voilà. Alors, il n'y avait pas beaucoup de place pour bouger. Non, on a des sardines dans le bateau, c'est tout. Et ensuite, avec le mal de mer, bon, tout le monde c'est ensemble au fond du bateau. Okay. Et voilà. Bon, ça vous a pris combien de temps? Vous étiez sur le bateau, ça vous a pris combien de temps de quitter le bateau pour vous rendre? J'assume que vous êtes rendu dans les îles de Malaisie. Indonésie. D'Indonésie. Et c'est ça. On est parti, il me semble, dans ma tête, c'est toujours un jeudi. Okay. Il me semble que c'est le 19 octobre 79. Okay. Donc jeudi, soir, et voilà. Et on est arrivé dans un camp, dans une île en Indonésie, le matin du lundi. Okay. C'est très vite. Parce qu'on a bien visé l'endroit, mais on ne suit pas les gros bateaux là.
Parce qu'on peut aller directement. On a visé Singapour, mais au fond, on est allé en Indonésie. C'est ça. Et puis, vous êtes arrivé où en Indonésie? Je ne savais pas du tout. C'est dans un petit camp, dans une ligne de rien. Okay. Et ensuite, bon, on attendait on ne sait pas, c'est les personnes qui viennent cueillir des cocos. Et voilà. Et ensuite, ils nous ont ramenés dans un petit camp. On a rencontré la police. Et ensuite, ils ont fait des papiers. Et ensuite, on a transféré le lendemain au camp de réfugiés Kuku, en Indonésie. J'ai passé une semaine là parce que j'étais chanceux aussi. Parce que c'est le moment on a fait un passage de Kuku à Galang. Et c'est à cause de cela que j'ai passé seulement une semaine seulement et on a allé tout de suite au camp de réfugiés Galang. Et c'était comment le camp à Kuku? Parce que c'était... La distance. Est-ce que c'était confortable de demeurer dans le camp de Kuku? C'est nouveau. C'est nouveau. Plus confortable parce qu'on a des baraques. Hein. On a des baraques, chaque baraque comme ça. Okay. Bon, là, ça peut contenir pour 200 personnes et chaque personne qui a droit à peu près à 50 centimètres pour coucher. D'accord. Et voilà. Okay. C'est bien préparé, tandis que Kuku, il faut faire des tentes pour nous autres. Ah. Et voilà. C'est en feuilles, là. C'est différent. Et ensuite, bon, au camp de Galang, on est bien soigné, on est bien visité par l'ONU. Bon, c'est à cause de cela qu'on a un nouveau camp. Okay. Oui. Alors, dans le camp du Galang, c'est dans cet endroit-là qu'il y avait des baraques? Il y a des baraques, il y a beaucoup de baraques. Quand je suis arrivé, ils viennent de bâtir ce camp-là. Okay. Il y a à peu près une trentaine de baraques. Et ensuite, l'église n'existait pas encore. Okay. L'église, on a bâti après dans 2 mois pour Noël. Ah, okay. Et voilà. Et ensuite, en ce moment-là, j'ai travaillé une semaine pour préparer le deuxième camp. Ça veut dire que Galang 2, quelque chose de semblable. Je travaille seulement pour une semaine. Okay. Et, alors, vous avez demeuré comment longtemps au camp Galang? Oh, pas trop longtemps. J'étais très malade au camp. À la fin du mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de mars. Okay. Alors, on a quitté le camp de Galang. Okay. Oui. Alors, quand vous avez quitté le camp Galang, vous vous êtes rendu où? Au Canada. Au Canada. Quand on est allé au camp, on était interviewé tout de suite pour choisir 3 pays qu'on veut choisir. Okay. Les 3 pays, c'est 3 pays que j'ai choisis, le premier, c'est la Suisse. Okay. Parce qu'en Suisse, j'ai entendu parler que nous avons des communautés chrétiennes cisterciennes. Où j'étais autrefois, c'est en Suisse, à Haute-Rive. Et en attendant trop longtemps, bon, j'ai vu aucun... Parlez un peu de votre expérience au camp Galang. Pour tout le monde, quand ils sont arrivés au camp, il faut choisir tout de suite les pays que nous voulons. Okay. Normalement, les gens ont choisi les Américains. Okay. Bon. Et voilà, pour moi, j'ai 2 choix. La première, c'est la Suisse. La deuxième, c'est le Canada. Okay. Pourquoi? Parce que ce sont des pays de paix. Il n'y a pas de guerre. Okay. Et ensuite, le premier choix, la Suisse, parce que j'ai entendu parler que notre communauté chrétienne des cisterciens est en Suisse. Et j'étais dans une communauté cistercienne, c'est pourquoi j'ai voulu aller en Suisse à cause de cela. Mais il n'y a pas de réponse. Et vu que le Canada, bon, les ambassadeurs canadiens qui sont arrivés tout de suite et je suis inscrit tout de suite pour le Canada. Okay. À cause de cela. Alors, vous avez passé une entrevue avec les officiels du Canada? Oui. Okay. Et
j'ai failli échouer cette interview-là parce que quand je suis allé travailler pour le camp des réfugiés au Galan 2, mon oncle à la maison, il a dit que bon, Sean a étudié le français pendant 3 ans. Parce que dans le petit séminaire de citation, on a étudié le français. Mais c'est juste pour lire, c'est pas pour parler. À l'interview, on m'a posé certaines questions. Je n'ai rien à comprendre. Je n'ai rien compris. C'est pourquoi on dit que bon, tu es mon menteur. Vous voyez? Mais après le cours, on m'a accepté. Mais vous étiez capable, vous dites que vous étiez capable d'écrire en français. D'écrire un petit peu, mais de lire, oui, c'est beau. De conjuguer les verbes, oui, c'est correct. Mais pour parler, non. Non, pas du tout. Mais finalement, on vous accepte. Finalement, on m'a accepté. Et voilà. Pouvez-vous décrire, c'était quoi votre expérience de partir à ce moment-là pour venir au Canada? Dans ce moment-là, bon, on a essayé de voir un petit peu c'est quoi le Canada. Tout d'abord, c'est un pays de paix, il n'y a pas de guerre. Mais quand j'ai appris que bon, le froid qui peut descendre jusqu'à moins 20, moins 30, dit que bon, est-ce qu'on peut vivre dans ce pays ici? C'est ça. L'expérience du froid, j'ai aucune expérience. Mais c'est pas le froid, mais comment on peut vivre dans ce pays-là? La neige, je n'ai jamais vu. La glace, oui. Dans le frigidaire, oui. Mais la neige, non, c'est jamais. Mais de toute façon, on a accepté. On dit que bon, oui, c'est bien, c'est un pays de paix, c'est un pays accueillant. Bon, j'accepte avec joie, quand même. Oui. Puis vous êtes arrivé où au Canada à ce moment-là? Pour la première fois, bon, on a quitté le camp de Galan vers le 19 ou bien 22 mars, je ne m'en souviens plus, pour aller à Singapour. On attend à Singapour pour 3 jours. Et ensuite, on a pris l'avion pour aller au Canada. Et le premier escale que nous avons fait, c'est à Edmonton, dans un camp militaire, j'imagine. On a passé à peu près 1 semaine là. Et ensuite, on a transféré à Long-Point, à Montréal. De Long-Point, on a passé au Grand Séminaire de Montréal. Et voilà. C'est passé le Grand Séminaire. Le diocèse de Montréal nous a parrainés. Parce qu'on était séminaristes. C'est tout. Alors, à Edmonton, vous étiez là pendant une semaine? À peu près 1 semaine. Oui, c'est ça. Puis tout le temps, vous avez demeuré dans ce camp militaire? Oui, dans le camp militaire. Puis après ça, vous avez pris un autre vol pour vous rendre à Long-Point? À Long-Point, à Montréal, Long-Point. C'est dans le camp militaire aussi. Et puis, est-ce qu'on était déjà préparé à Long-Point pour vous recevoir? Est-ce que vous aviez été parrainé? Oui, on ne savait pas qui nous parrainait. Et ensuite, bon, quand on est arrivé ici, on a appris que bon, c'est le diocèse de Montréal. Bon, et ensuite, on est allé nous chercher pour rester au Grand Séminaire de Montréal. Alors, quand vous avez demeuré au Grand Séminaire de Montréal, alors vous avez demeuré avec le clergé à ce moment-là? Oui, avec les séminaristes, avec le groupe de professeurs clergés, les Sulpiciens surtout. Dans ce moment-là, nous sommes traités comme des immigrants. Parce qu'on nous a parrainés pour 1 an de temps. On peut rester au Grand Séminaire, on peut manger là, on peut loger là. Et on a étudié le français comme tout le monde. On est allé au Corpfi. C'est ça, pour 8 mois ou 9 mois, je ne m'en souviens plus. Alors, vos études en français ne se faisaient pas au séminaire? Non, à l'extérieur. On est allé au Corpfi. Corpfi, c'est une école préparée pour les immigrants, pour apprendre le français. Corpfi, ça veut dire bon, centre d'orientation français pour les immigrants. Il me semble quelque chose de semblable. Corpfi, C-O-F-I. Oui. Puis, est-ce que vous avez complété vos études en français? Là-bas, où j'ai passé le cours, 8 mois. De toute façon, le cours nous a préparés pour aller au marché du travail. On peut jaser un petit peu, on peut
Mais 9 mois de temps, c'est pas trop fort. C'était nécessaire de continuer à se pratiquer. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, j'assume que vous avez décidé de continuer vos études vers la prêtrise. Oui, c'est ça. Après 9 mois là, j'ai continué quelques cours de français pour compléter, ou bien pour avancer un petit peu, c'est pas pour compléter, c'est pas fini jamais cette affaire-là. Ouais. Et ensuite, j'ai commencé mes études avec une pensée que, bon, il faut lancer dans le bain pour apprendre, sinon ça ne marche pas. Ouais. Et je vois que bon, si je fais des études en philosophie ou bien en théologie, il y a des mots techniques pour ces études-là. Je n'ai pas besoin d'apprendre tous les vocabulaires en français, mais juste concentrer pour ça, c'est assez. Et je visais que, bon, si je ne fais pas, je suis pas capable de faire 1 an, je fais 2 ans de temps pour habituer avec les études. C'est quoi? Mais bon, j'ai plongé tout de suite dans le bain. OK. Alors, pendant que vous faisiez vos études en théologie, en philosophie, avez-vous travaillé aussi en même temps? Non, pas du tout. Dans ce moment-là, on peut demander la bourse et le prêt du gouvernement. OK. Et ensuite, une fois, comme séminariste, on a aussi des bienfaiteurs qui nous donnent un coup de main pour payer nos études, comme tout le monde ici. D'accord. Oui. Alors, je vais assumer que vous avez poursuivi vos études à ce moment-là pour devenir prêtre. Oui. Alors, pouvez-vous me décrire ça un peu? J'ai étudié comme les autres, OK. mais il faut travailler très fort pour ça. Des fois, je me suis dit, si je suis capable de comprendre comme vous autres, ça va beaucoup mieux pour moi. Au lieu de lire une fois, je dois lire 3 fois, 4 fois pour comprendre mieux la leçon. Et il faut travailler très fort. Mais de toute façon, j'ai été récompensé par mes efforts. Okay. Bon, et c'est ça, j'ai fini mes études pendant 3 ans. Okay. Alors, vous êtes devenu prêtre en quelle année? En 87, j'ai commencé mes études en 81. Okay. Et j'ai fini en 85. Et de 85 jusqu'à 87, j'ai fait mon stage à une paroisse à Montréal-Nord, à Saint-Vitan de Montréal-Nord. Et voilà, dans ce moment-là, j'ai été ordonné diacre. Okay. Et en 87, le 27 juin 87, j'ai été ordonné prêtre. Okay. Alors, puis depuis ce moment-là, vous vous occupez des paroisses à Montréal? Oui, c'est ça. Tout de suite après mon ordination, j'étais nommé vicaire à la paroisse Saint-Vitan, de 87 jusqu'à 94. Okay. Bon, 94, j'ai quitté parce qu'il y a un nouvel ordonné prêtre qui fait le stage là, et je veux laisser sa place. Et ensuite, je vais aux études pour 2 ans. Je demandais pour les études pour 2 ans, mais au fond, on m'a donné 1 an et demi pour faire la maîtrise en théologie biblique à Montréal. Okay. Et ensuite, après mes études, j'étais nommé vicaire à Anjou pour 3 paroisses, Jean 23, Notre-Dame d'Anjou, et voilà. Okay. Et ensuite, 2 dernières années, on m'a nommé comme responsable, comme curé à la paroisse Saint-Justin, avant d'être nommé à la communauté catholique vietnamienne. Alors, à quel moment est-ce que vous vous êtes senti établi au Canada? Est-ce que ça vous a pris du temps? Est-ce que c'est arrivé assez vite? Ce n'est pas facile. OK. 6 premiers mois, toutes les nuits, presque toutes les nuits, j'étais des rêves comme des cauchemars. Okay. Arrêtés par
les communistes et chassés et s'enfuient par le bateau et toutes sortes de choses comme ça. La nostalgie pour que les premières années, au moins deux premières années, vous voyez, c'est difficile aussi parce que bon, l'adaptation avec la nouvelle culture, même la nourriture et la langue aussi, parce qu'on ne peut pas s'exprimer comme on veut. C'est tellement difficile. Et des fois, on se fait rire par nous-mêmes parce que, bon, on n'a pas bien compris. C'est ça, c'est difficile, parce que tout est nouveau pour nous autres. Un jeune homme de 23 ans, 24 ans, quand je suis arrivé ici, presque 24 ans, je devais tout recommencer. C'est tellement difficile. Quand j'étais allé au Coffee, en sortant, j'ai vu une petite fille de 8 ans. Elle a parlé 5 langues. Enfin, pour apprendre le français, pour moi, c'est tellement difficile. Elle a parlé 5 langues. Vous voyez, mais je vois que par l'expérience des autres, qui sont arrivés avant moi à peu près 5 ans, ils parlent couramment le français et l'anglais. Je dis que bon, moi aussi, je dois parler comme vous autres, avec le temps. Ça, c'est m'encourage. Je m'encourage pour ça. Je dis que bon, ça ne fait rien. Après 5 ans, ça va beaucoup mieux pour moi. Je continue mes études à cause de cela. Et ça a bien réussi à cause de cela aussi. Et pendant ces années, est-ce que vous avez eu la chance de côtoyer d'autres Vietnamiens? Oui, avec la communauté catholique vietnamienne, avec les Vietnamiens séminaristes qui étaient avec moi. On était 7 à ce moment-là. Et quand on a commencé les études, on était 3. Bon, on a le temps de causer. On peut rencontrer aussi des Vietnamiens à Montréal. Je suis allé à la messe vietnamienne presque toutes les semaines, toutes les fins de semaine, pendant cette année-là, la première année. Et voilà. C'est vrai, on peut causer avec eux autres. Pour manger un petit peu des mets vietnamiens aussi, parce que les mets canadiens, c'est pas bon. C'est pas notre goût à ce moment-là. C'est pas habitué. Non, c'est ça, c'est autrement. Et avez-vous eu la chance de côtoyer des associations ou des organismes vietnamiens pendant ce temps? Oh non. Okay. Sauf la communauté catholique vietnamienne que j'ai fréquentée. L'autre question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous avez la chance parfois de parler de votre expérience d'avoir quitté votre pays natal pour venir demeurer au Canada? Oh, on peut raconter avec aux autres au repas. Parce qu'on est nombreux au repas. Mais chaque table comme ça peut avoir 4-5 personnes, on change souvent, avec des prêtres, avec des séminaristes. C'est ça, on peut jaser un petit peu, on peut parler un petit peu, mais si peu parce qu'on n'a pas de mots pour s'exprimer. D'accord. Et voilà. Encore aujourd'hui, dans votre paroisse, par exemple, avec les paroissiens, est-ce qu'on vous pose des questions au sujet? Non, on ne pose plus ces questions. C'est trop longtemps. Ça fait, vous voyez, presque 40 ans après. On a oublié cette affaire-là. Mais on sait très bien ce que nous avons vécu au Vietnam, ce que nous avons vécu au camp et dans les premiers temps au Canada. D'accord. Mais pour encourager les autres, c'est tout. C'est ça. Mais un des buts de ce projet, c'est de démontrer aux jeunes, à la jeunesse du Canada, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du Canada à ce moment-là. Alors, disons qu'une université ou un collège ou un cégep vous invitait à venir parler aux étudiants au sujet de l'expérience de quitter le Vietnam pour venir au Canada. D'accord. Qu'est-ce qui vous intéresserait à partager avec eux? Je ne sais pas quoi partager, mais à mon expérience, je veux dire une chose, c'est que la différence est dans la tête. Pour la langue, ça ne fait rien. 1 an, 2 ans, on a même 2 ans, 3 ans pour apprendre, pas de problème. Mais la question est dans la tête, n'est-ce pas? Je m'en souviens que quand j'étais au grand séminaire,
pour des travaux écrits, moi, j'ai bien écrit. Avec le temps, on peut parler, n'est-ce pas? Et voilà. Et l'effort qui compte aussi. Pour moi, je vois que bon, c'est l'effort que nous travaillons chaque jour, ça récompense aussi notre travail. Pour tous les jeunes les immigrants ou bien les jeunes d'ici, moi je vois que bon, on n'a pas de différence. Peut-être il y a des différences de la langue ou bien des problèmes de la langue, mais il y a toujours la question de la tête. Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Qu'est-ce que tu veux? Et le travail, c'est tout. Ce n'est pas veut dire que bon, vous parlez bien le français, que bon, vous pouvez réussir dans le travail. Moi, je vois qu'il y a des jeunes qui viennent ici et ils disent que, bon, mon Dieu, le français est tellement difficile pour moi. Je ne peux pas étudier. Ils disent que non, ça ne fait rien. T'inquiète pas. Si les gens qui parlent bien, tu as vu, parce qu'ils viennent avant toi. Et maintenant, tu peux continuer. Et après 1 an, 2 ans, c'est correct. Il peut continuer les études. J'ai mes frères ou mes soeurs ou mes nièces aussi, quand ils sont arrivés ici, ils disent que non. Ils vont aux classes d'accueil aussi. Ils ont commencé avec ABC comme tout le monde. Après 1 an, ça va beaucoup mieux. Et 2 ans, 3 ans, ils peuvent réussir les études comme les autres. Bon, je me dis, si vous dites que, bon, aux gens d'aujourd'hui ici, moi je dis que c'est le respect des autres. À Montréal, vous voyez, c'est les jeunes ici qui voient tout le monde. Les gens qui viennent de tous les pays. Bon, la question c'est quoi? C'est le travail. Et tout ce que tu as dans ta tête. N'est-ce pas? La discipline aussi pour les études. Ça compte aussi. C'est ce que je veux dire aussi. Et aussi, moi, je vois une chose que quand j'ai entendu parler dans une nouvelle, on m'a dit que, bon, on a demandé à une personne, c'est quoi la différence entre un homme et une femme? Il dit qu'il n'y a pas de différence. Mais la différence, c'est que pour un gâteau, une femme qui mange un petit morceau à la fois. Et l'homme qui veut tout manger. N'est-ce pas? Des fois, il veut tout manger, il veut tout faire en même temps, il ne peut pas le faire. Et l'expérience me donne aussi que, bon, je fais des petites choses à la fois. Si je marche pour 1 kilomètre, je ne peux pas. Mais je peux compter 10 mètres à la fois. Et voilà, c'est le travail aussi. Et tout ce que je fais aussi, il dit que, bon, je ne regarde pas la grandeur du travail, je regarde des morceaux par morceau. Et je veux dire aux gens, aux jeunes d'aujourd'hui aussi, c'est petites choses à la fois et c'est correct. Comme une fourmi qui apporte les petites choses à la fois dans sa maison. Êtes-vous toujours en communication avec vos frères et vos sœurs? Oui. Ils sont tous à Montréal. Ils sont tous, non, ils ne sont pas tous à Montréal, mais la plupart sont à Montréal, le reste sont en Ontario. Un à Ottawa, un autre à Toronto. Okay. Est-ce que vous avez des membres de votre famille ou des amis qui sont toujours au Vietnam? De la famille proche? Oui. Non. Vous êtes tous ici. Okay. Oui. Mais êtes-vous en communication avec des gens au Vietnam? Rarement, à cause du travail. Et ensuite, maintenant, je n'ai rien communiqué avec les autres. Bon, les amis sont dispersés. Et, j'ai visité le Vietnam 3 fois, 2010, 2011, 2012, même pour le travail. Je n'ai pas le temps de visiter le Vietnam. Bon, juste pour le travail. Et j'ai beaucoup moins de contacts avec ces gens-là. Y a-t-il d'autres choses que vous voudriez exprimer avant la fin de notre entrevue? Je ne sais pas. Jusqu'à maintenant, j'ai une fondation qui s'appelle Fondation Amour pour aider les démunis au Vietnam.
Le contact avec le Vietnam que vous avez demandé tout à l'heure, c'est avec les responsables des organismes de charité, pour les personnes âgées, démunies, pour les orphelins, pour les malades, pour les étudiants pauvres qui peuvent étudier. J'ai une fondation qui s'appelle Fondation Amour. En vietnamien, c'est Hội Tình Thương. C'est pour aider ces gens-là, juste au Vietnam seulement. Parce que le but, c'est ça. Et, Puis ce travail que vous faites, est-ce que c'est avec la paroisse? non, non, c'est à part. Parce que je ne veux pas impliquer ma paroisse dedans. OK. Parce que comme les gens doivent obliger à le faire. OK. Mais si c'est à part. On a organisé un repas bénéfice chaque année. On fait des annonces. Pour ceux qui veulent aider, bon, on peut le faire. Pour des projets ou bien pour aider les pauvres, les compagnons pour comment faire la cuisine, comment faire ci et ça, et comment envoyer les jeunes aux études. C'est ça, pour nous, c'est important. Vous amassez des fonds pour... Oui, on a ramassé des fonds pour ça. Et puis, comment est-ce que vous communiquez, comment est-ce que vous partagez ces fonds-là au Vietnam? Est-ce qu'il y a une église? Bon, avec des organismes différents. Ah, OK. C'est ça. Et au début, on est allé voir, et maintenant, on n'a qu'à envoyer de l'argent. Ah, OK. Et de temps à autre, on peut les vérifier. Ah, OK. Mm-hmm. Alors, vous êtes à la recherche de groupes au Vietnam qui pourraient supporter... Et voilà. Quand j'ai raconté aux gens au repas bénéfice au 25 mai dernier, c'est vraiment un des résultats que nous avons cette année, c'est que nous avons aidé un étudiant pauvre, mais qui aime bien les études, et maintenant il devient un médecin spécialiste. Ah. Ça, c'est une récompense. Mais pour aider à peu près 200-300 $ par année pour eux autres. Mais c'est beaucoup un bon résultat. Très bien. Bon, alors merci beaucoup. Bon, avec plaisir. Merci. Merci.